Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hertz en Provence pour le premier JT hebdomadaire de l'année. Aujourd'hui, je suis en présence de nos trois chroniqueuses de la semaine, Elsa, Alizée et Colline. Aujourd'hui, au sommaire de notre émission, nous nous intéresserons à la situation actuelle des exportations d'armes vers l'État d'Arabie Saoudite. Ensuite, nous nous demanderons où en est véritablement la procédure de destitution du président Donald Trump, accusé d'avoir fait du chantage auprès de son homologue ukrainien dans le but d'enquêter sur le démocrate Joe Biden en contrepartie d'une aide militaire. On fera le point sur les évolutions de cette affaire aujourd'hui. Point ensuite sur l'actrice Adèle Haenel. Victime d'agression sexuelle, elle s'est récemment confiée dans un documentaire poignant sur Mediapart Live. Enfin, nous terminerons notre émission en parlant des mesures prises par la Chine, par le gouvernement chinois, pour lutter contre l'addiction des jeunes aux jeux vidéo. Point sur l'international. Nous allons nous intéresser à la situation des exportations d'armes vers l'État d'Arabie Saoudite et Elsa est venue nous en parler aujourd'hui. Bonjour Elsa. Bonjour, donc je suis membre de la cellule armes au sein d'Amnesty International. Je suis chargée de la sensibilisation de la population et de l'interpellation de nos élus sur la question des exportations d'armes. Il faut savoir qu'à Amnesty International, on n'est pas contre les exportations d'armes, on a conscience que c'est un fleuron de l'industrie française, on est juste contre les exportations d'armes qui sont utilisées contre les civils. C'est la situation actuellement au Yémen. Les élus, Françoise Parly, qui est la ministre des Armées, Emmanuel Macron, notre actuel président, et Jean-Yves Le Drian, ont nié en fait la participation française au conflit et Disclose, un média alternatif, a révélé le contraire en prouvant l'implication d'armes françaises dans le conflit yéménite. C'est un conflit en fait qui s'est internationalisé depuis 2015, depuis la participation d'une coalition arabe qui est menée par l'Arabie Saoudite. C'est un pays aujourd'hui qui est dévasté, il n'y a plus d'école, la population est affamée par un blocus des ports auxquels participent des navires français. Et Amnesty demande plus de transparence par rapport à ces questions et aussi la mise en place d'un pouvoir parlementaire. On est là pour sensibiliser la population et pour une prise de conscience. Donc si jamais ça vous intéresse, bien évidemment, il y a une pétition à signer sur le site et des actions sont menées par l'antenne jeune d'Amnesty. Merci beaucoup Elsa pour ces informations. En Amérique maintenant, des dizaines d'auditions à la Chambre des représentants s'enchaînent aux États-Unis dans le cadre de l'impeachment, autrement dit de la destitution du président américain Donald Trump. Une grande partie des diplomates et membres de l'administration américaine ont été interrogés ce mois-ci concernant une conversation téléphonique entre Trump et le président ukrainien. En effet, le lancement de la procédure de destitution du président américain a fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. À moins d'un an avant les prochaines élections présidentielles, les médias américains soupçonnent Trump d'avoir contacté le président ukrainien le 25 juillet dernier. Dans l'enregistrement téléphonique rendu public par la Maison-Blanche, on entend le président américain demander à son homologue ukrainien de mener son enquête sur les possibles fraudes et malversations de son rival démocrate Joe Biden, en échange d'un soutien militaire, à savoir que ce dernier est l'un des postulants à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle du 3 novembre 2020. Alors, quelles seront les prochaines étapes de cette procédure de destitution? Qu'est-ce qui attend Donald Trump dans les prochains mois à venir? À partir du 13 novembre débuteront de nouvelles auditions, mais cette fois-ci elles seront publiques. C'est l'occasion pour l'opinion publique américaine et internationale d'avoir sa propre idée sur l'affaire. Un autre événement est très attendu. Un juge doit décider si oui ou non les conseillers les plus proches de Trump pourront répondre aux convocations parlementaires. Plusieurs d'entre eux ont décidé de ne pas se rendre aux auditions prévues lundi matin. Peu importe l'issue de ces nouvelles auditions, les démocrates sont susceptibles de mettre en accusation le chantage de Trump au président ukrainien. Les élus de la Chambre des représentants n'ont pas vraiment de délai à respecter pour terminer leur enquête, mais celle-ci devra être close avant l'élection présidentielle du mois de novembre 2020. Mais la question est, est-ce qu'on peut vraiment destituer Trump ? En effet, la prochaine étape sera la connaissance de la procédure de destitution devant le Sénat. Cependant, une probable destitution doit être votée à la majorité des 2 tiers.
Or, le Sénat américain, comme on le sait, est à majorité républicain avec 53 élus sur 100 qui sont du côté politique de Donald Trump. Autant dire que c'est mal parti pour l'éventuelle destitution de Trump aux grandes dames des démocrates. Selon les dires de Corentin Célin, historien et spécialiste des États-Unis, seuls 4 sénateurs républicains ont déjà osé voter des lois contre Trump et aucun n'a dit qu'il pourrait voter sa destitution. Et d'après les sondages, maximum 9% des électeurs républicains sont d'accord pour une éventuelle destitution. Alors peut-on vraiment croire à la destitution de Donald Trump? Réponse dans quelques mois. Retour en France maintenant avec l'affaire Adèle Haenel. Victime d'agressions sexuelles dans le milieu du cinéma, Colline est là pour nous en parler aujourd'hui. Bonjour Colline. Bonjour Charles. En effet, le dimanche 3 novembre, Mediapart a publié un documentaire choc sur les agressions sexuelles subies par l'actrice française Adèle Haenel. Elle est notamment connue pour avoir joué dans le film Les Combattants, pour lequel elle a gagné le César de la meilleure actrice en 2015. Par des documentaires et des témoignages, le journal a retracé tout le cheminement de son silence jusqu'à la libération récente de sa parole, notamment due au visionnage du documentaire Living Neverland qui parle de Michael Jackson. Donc lundi, l'actrice a été invitée sur le plateau de Mediapart Live pour parler des violences sexuelles qu'elle a subies entre 12 et 15 ans. Elle accuse le réalisateur Christophe Rouja d'attouchement sexuel et de harcèlement sexuel lors du tournage du film Les Diables. Elle a dénoncé l'emprise du réalisateur qu'il a exercé sur elle pendant le tournage, puis ensuite pendant plusieurs festivals internationaux. Le parquet de Paris a annoncé, suite à son témoignage mercredi, l'ouverture d'une enquête pour agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité. Et sur harcèlement sexuel suite à son témoignage. Dans une réponse écrite à Mediapart, le réalisateur en question, Christophe Rouja, reconnaît une emprise sur l'actrice mais conteste les faits susceptibles de recouvrir à une qualification pénale. Il dit d'avoir commis une erreur évoquant l'emprise qu'il a eue sur cette actrice. Il dit qu'à l'époque, il n'avait pas su que son adulation et les espoirs qu'il plaçait en la jeune actrice avaient pu lui paraître susceptibles ou pénibles. Il a ensuite demandé pardon à l'actrice, mais nie quand même les faits d'harcèlement sexuel et d'agression. Nous pouvons citer plusieurs réactions suite à ce témoignage, comme Brigitte Macron, qui, au micro de RTL, a donné son immense respect aux femmes qui parlent. Et le ministre de la Culture, Franck Riester, lors des rencontres cinématographiques de Dijon, a aussi salué le courage d'Adèle Haenel et lui a accordé son soutien. Il dit souhaiter dire à ses victimes que leur parole est nécessaire et ne sera pas vaine. Nous pouvons aussi dire que dans un droit de réponse, le réalisateur a donc présenté ses excuses et qu'il est aujourd'hui radié de la Société des réalisateurs. Adèle Haenel s'inscrit donc dans le mouvement de libération de la parole de la femme MeToo qui est enclenché depuis 2017. Merci Colline pour ces informations sur l'actrice Adèle Haenel. Intéressons-nous désormais aux problèmes d'addiction aux jeux vidéo chez les jeunes. Et Alizée est présente sur le plateau pour nous en parler. Bonjour Alizée. Bonjour Charles. Donc comme vous savez, l'addiction aux jeux vidéo a été reconnue en juin 2018 comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. En effet, plus de 2,5 milliards de personnes jouent aux jeux vidéo dans le monde et cela présente des risques pour les jeunes, des risques qui sont connus. Risques de manque de sommeil, de déconcentration, d'isolement, de sédentarité ou même de violence. Alors que la plupart des pays préconisent aux parents de surveiller la fréquence à laquelle leurs enfants jouent aux jeux vidéo, la Chine a quant à elle adopté une mesure qui fait débat. En effet, ce mardi, le gouvernement central a publié une nouvelle qui interdit aux adolescents de moins de 18 ans de jouer à des jeux vidéo entre 22h et 8h du matin et de dépasser 90 minutes d'affilée par jour. L'annonce de cette réglementation a bien entendu fait débat, notamment sur le réseau social chinois Weibo, qui, à la suite de l'annonce, a centralisé plus de 210 millions de commentaires. Donc, beaucoup d'internautes ont dénoncé le fait que cette réglementation privait tout simplement les jeunes de jouer aux jeux vidéo, étant donné qu'ils sont à l'école ou sur le chemin de l'école entre 6h et 22h le soir.
Bien sûr, pour que cette règle soit respectée, cela suppose que les joueurs utilisent leur véritable identité. Et ceci, le gouvernement central l'a bien compris, étant donné qu'il impose de donner son véritable numéro d'identité nationale pour pouvoir se connecter sur les plateformes en ligne. On peut se demander cependant pourquoi la Chine a-t-elle décidé d'imposer ce couvre-feu alors qu'il n'y en a pas dans d'autres pays du monde. Eh bien, il faut rappeler que la Chine est en fait devenue le premier marché mondial des jeux vidéo et qu'elle compte un nombre élevé de cas précoces d'addiction chez les jeunes. Cependant, ce n'est pas pour autant que des contournements ne verront pas le jour, étant donné que sur Internet, il est facile d'obtenir de faux numéros d'identité. Merci Alizée et merci à vous d'avoir participé à l'émission, à notre premier JT de l'année. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour le deuxième numéro du JT sur la chaîne Air-France-Provence. A plus.